Mohamed Mansour Kaba, bonjour. Bonjour. Et je ne sais pas si je dois vous donner du monsieur le ministre et du vous, ou bien si nous devons faire comme dans la vie. Nous sommes de vieilles connaissances. Depuis 55 ans, on se tutoie. Mais peut-être que pour les commodités. Bon, on va se tutoyer, d'accord, très bien. Alors, Mohamed Mansour Kaba est ancien ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat. Et il est ingénieur, économiste, et ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est son parcours en politique. Et Mohamed Mansour Kaba a été initié très tôt à la politique. Mais je voudrais tout de suite rassurer les téléspectateurs, ou du moins les décier sur une vérité, c'est que cette émission ne sera pas une émission neutre, indolore, incolore. Elle prendra parti. Elle va prendre parti pour la Guinée. Il y a, Mansour Kaba, comme une nécessité de sortir la Guinée de cette gangue, de cette chape de plomb où on l'y a mise depuis très longtemps. Et chacun en dit ce qu'il veut. Et le premier tondu venu lui fait la claque, le premier galeux lui fait la nique, et puis voici la Guinée triturée, présentée comme on ne saurait présenter un pauvre diable. Alors, je te reçois dans ce numéro 1 de Témoins de l'histoire. Alors, Mansour Kaba, je voudrais que nous prenions l'histoire de la Guinée de 1958 à 1984, mais je voudrais aussi que nous descendions un peu plus bas, que nous allions retrouver la Guinée qui se préparait à son indépendance. Prenons par exemple les années 50 de la Guinée, prenons notamment la Guinée de 52-53, où la grève des 72 jours, ou si tu veux encore, allons jusqu'à 47, dans ce cas, nous verrions la Guinée avec la mise en place, la naissance des partis politiques, et notamment du Parti démocratique de Guinée, artisan de l'indépendance nationale. Et voilà. Tout un programme. Tout un programme, d'accord, oui. Mais et qu'est-ce que tu dis? On prend à 47, 53, 58? Moi, c'est en 53 que j'ai connu le président Sékou Touré. Que tu as connu le président. Que je l'ai rencontré pour la première fois. Bon, d'accord. En 53, c'était où? À Kankan. À Kankan. Chez moi. Chez toi, à Kankan, oui. Tu étais encore... J'étais encore au CM2. Au CM2, à l'école primaire, donc. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a fait de le rencontrer, cet homme, qui sera un homme extraordinaire? C'est une rencontre qui était intéressante, dans le sens que, chez nous, dans la famille, l'entrée de la Constitution était interdite au président Sékou Touré. Pourquoi? Parce que nos parents, les grands commerçants de Kanka à l'époque, étaient BAG, du bloc africain de Guinée. Avec Bari Yawandou et Koumanda Keïta. Koumanda Keïta était le secrétaire général, mais Bari Yawandou était la figure de proue. Voilà. Nous, les jeunes, les enfants de la famille, on nous a dit un jour, si Sékou Touré entre dans cette constitution sans que vous m'ayez informé auparavant, je vous ligote tous et je vous fouette. Oui, non, chez nous, c'était... Vous savez, ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de problème ethnique. C'était des problèmes idéologiques, des problèmes d'intérêt. Les commerçants n'étaient pas avec le PDG, les commerçants étaient avec le BAG. C'était des hommes de droite, des hommes et des femmes de droite, et ils étaient de droite. Oui. Ce n'est pas une histoire de famille ou d'ethnie. Nous avions dans la famille là-bas à l'époque une seule tante qui était PDG RDA et qui était même devenue députée à l'Assemblée nationale. De toute la famille. Ah, Kefina. 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 D'accord. Alors donc, et le chef de famille, Karamatelbi, qui était le chef du clan, Kaba. Oui, Karamatelbi Kaba n'a jamais été PDG RDA. Comprenez? Tu comprends? Donc, je dis, ce jour-là, j'ai vu, je dis Sékou Touré à l'époque parce qu'il n'était pas encore président de la République, j'ai vu Sékou Touré avec un de nos oncles, Osran Keleti Kaba. Ils arrivaient dans la famille, dans la concession, parce que c'est toute une section de concession, hein, on est sur des hectares là-bas, chez nous à Kifina. Alors donc, je les ai aperçus, et au moment de traverser la rue pour entrer dans la grande concession, où se trouvait le chef de famille, et là, il y a Fodé Kaba. L'oncle
a dit au revoir à Sékou Touré parce que lui connaissait la consigne. Il ne l'a pas accompagné dans la concession. Ah bon? Il lui a dit au revoir et j'ai vu Sékou Touré donc traverser la rue. Dès que je l'ai vu traverser la rue, comme je ne voulais pas être fouetté, j'ai couru, je suis allé dire au vieux, ah, Sékou Touré arrive. Il a pris ses chaussures dans les mains parce qu'il ne voulait pas perdre le temps jusqu'à l'entrée de la concession. Et il est arrivé là-bas, il met les chaussures par terre, il met les pieds dans les chaussures, il attend Sékou arrive, il le salue, il dit quoi c'est? Alors retourne. Il ne l'a pas reçu. Non, il ne voulait pas le recevoir. Il voulait pas le recevoir. Mais seulement, c'est qu'il y a dans la concession, il y a une dame, il y a une tante de l'oncle, voilà. Une grand-mère à nous, qui est la petite fille de Samori, l'Allemand Samori Touré. D'accord. Donc, Ahmed Sékou Touré lui-même. Donc, lui, il dit au vieux, ah, je vais aller saluer la tante. Alors, naturellement, il ne pouvait pas lui dire non, parce que c'était sa tante à lui. Donc, il a secoué la tête, il dit, bon, entre. Et lui, il est allé dans sa case, il s'est enfermé dans sa case pour que Sékou n'entre pas dans sa case. Alors, moi qui ai provoqué la scène, je suis allé me mettre dans un trou, entre deux cases. Vous savez, dans les grandes concessions à Cancan, c'est des cases rondes, plusieurs dizaines de cases. Donc, je me suis mis entre deux cases et j'ai observé la scène. Le président Sékou Touré, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Je n'ai jamais vu un homme politique aussi affable que lui. Aussi affable que lui. Affable, amen. Ah oui. Non, mais vraiment social. Alors donc, toutes les femmes qui étaient, toutes les tantes là qui étaient assises, après le petit déjeuner, chacune était en train de se brosser les dents. Il est venu, il s'est baissé pour saluer toutes les femmes de manière très polie. Et puis, il dépasse donc la case de la grand-mère, la case du vieux. Il vient me trouver dans mon petit trou. Il me tend la main. Je dis, mais ce monsieur est gentil, pourquoi est-ce que le vieux ne veut pas qu'il entre ici? C'est la première contradiction qui a été créée à moi. Famille, d'un côté, et puis la gentillesse du monsieur qui est venu, et qu'on ne voulait pas qu'il entre dans la famille. C'est comme ça qui m'a d'abord acquis, conquis. Ah bon, alors... C'est la première rencontre où j'ai été conquis par... Sékou Touré. Tout de suite, il avait du charisme. Non, c'était pas le charisme, c'était la politesse, le comportement, l'humilité. Je n'ai jamais vu un homme politique aussi humble que lui dans ce pays. Bon, mais ça c'est ta famille. Et dans ta famille, il y aura un grand homme, un compagnon de Ahmed Sékou Touré, Mamadi Kaba. Oui, c'est mon cousin germain, ton grand frère. Alors donc lui, il était à l'époque à Bokeh. Et c'est lorsque, en 1953, j'ai eu le certificat d'études primaires, que j'étais admis au concours d'entrée en 6e, ce qu'on appelle ici maintenant la 7e année, à Donka ici, que je suis venu à Conakry, en 1953 donc. Et puis mon frère était à l'époque à Bokeh, lui était affecté à Conakry en 1955, membre du bureau politique du PDG, pas au titre de Cancan, mais au titre de Bokeh. Mamadi Kaba était venu de Bokeh, il se disait même Baga. Alors donc, c'est au titre de Bokeh qu'il est venu au bureau politique et puis le syndicat, naturellement. Oui, il a dirigé la CNTG, la Confédération nationale de la Guinée, et membre fondateur aussi de l'UGTAN, l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire. Alors donc, c'était vraiment le principal lieutenant de Sékou Touré. Bon, alors essayons de nous mettre un peu dans l'ambiance de l'époque en 1953 à Cancan. Tu viens de dire que le PDG RDA a été frappé de bannissement, pratiquement, mais il y avait quand même dans notre famille, d'accord, il y a de grands noms, il y a Mourlen Kaba aussi, et Bédiagene. Mourlen Kaba est de Kifina aussi, mais ça a été un des illustres militants du PDG RDA à Kifina. C'était l'exception. Explique un peu, Kifina c'est quoi? Kifina c'est notre famille. C'est votre famille, voilà. Alors c'est une des grandes familles de Cancan. Qui a été politiquement toujours avec le BAG, et majoritairement je veux dire, mais Mourlen Kaba par exemple, il y a un quartier qui porte toujours son nom d'ailleurs, à Cancan là-bas, à Kabala, et Mourlen Kaba était de Kifina, mais PDG RDA. C'était une exception, comme notre tante là aussi, Nyamakron Kaba, qui a été députée à l'Assemblée nationale, c'était une exception.
Sinon, tous les frères, leurs cousins étaient tous plus BHG que PDGRDA. Et moins Mamadi Kaba. Ah, non. Attention, mon frère a quitté Kanka à l'âge de 9 ans. Ah, d'accord. Donc, les gens de Kanka, en fait, ne le connaissaient pas. Il est resté indemne. Il est resté, ce virus ne l'a pas atteint. Il était à Boké. Il a grandi à Conakry. Il a été affecté à Boké. Il a fait ses premiers pas à Boké. Puis, en 55, il a été affecté à Conakry depuis 55 jusqu'à sa mort. D'accord. Alors, nous prenons un fait historique qui, déjà, à l'époque, a distingué la Guinée de l'ère moderne et comme un pays phare. La grève des 72 jours. La grève des 72 jours en 52, 53, 38. Oui, moi j'étais là en novembre 53, j'étais à Conakry. Oui. Bon, nous étions quand même à 13 ans, on n'a pas encore de notion politique ou de la perception de ces événements. Mais nous voyons, parce que j'habitais à Almamia, hein, oui. Tu sais bien, je te l'ai dit. À côté du château d'eau, oui. À côté du château d'eau. Oui. Je jouais dans l'équipe de foyer du château d'eau. Oui, oui. L'équipe de football du château d'eau. Alors donc, la grève, nous l'avons senti, nous en avons entendu parler, mais comme dans la famille là-bas, on n'était pas encore, mon oncle n'était pas impliqué dans la politique. C'est les amis du vieux Senkou, en fait, les grands frères, les amis du vieux Senkou. Kaba. Et là, c'est Bintou Kaba, qui a été doyen de la ville de Kankan plus tard. Oui. Alors, donc, lui, il a été Sotikemo plus tard. Jusqu'à la mort du président Sékou, il était Sotikemo de Kankan pendant 15 ans. Alors, donc, lui, il n'était pas impliqué dans les problèmes politiques. De même d'ailleurs que le père de mon frère, Mauri Kaba, le vieux Kabakaro. Les deux constitutions se faisaient face. Donc, mais on était vaguement au cours de ces choses, mais au courant de ces choses. Mais c'est à partir de 1955 que moi j'étais vraiment impliqué à l'âge de 15 ans dans les différentes activités du PDGRDA. Oui, alors, mais il faut quand même préciser aux jeunes, à la jeunesse, que le repère le plus lumineux de la Guinée de l'époque moderne, c'est cette grève des 72 jours. Cette grève a marqué la différence entre la Guinée et les autres pays. Et les autres pays africains. Parce que tous les pays africains avaient décidé d'aller en grève pour des revendications d'ordre social, n'est-ce pas, émancipation sociale, le code du travail. Et toute l'Afrique a décidé d'aller en grève. Les 48 heures. De 48 heures. Voilà. Et la Guinée seule a soutenu la grève pendant 72 jours. Et c'est grâce à la Guinée que tout ce qui a été fait comme aménagement dans le cadre social en Afrique pour les travailleurs des colonies l'a été grâce à la Guinée. C'est pour cela que j'aime bien prendre cette date. Comme repère, c'est très intéressant. C'est à partir de là aussi où que le colon a compris que la Guinée était un pays phare et que toutes les lois qui concernaient l'Afrique francophone, les colonies françaises, l'AOF et l'AEF, l'Afrique occidentale française, l'Afrique française et Madagascar, et Djibouti aussi. Tout ce qui se faisait dans ce pays, en direction de ce pays, était testé d'abord en Guinée. La Guinée était devenue un laboratoire. Si ça passait en Guinée, ça passait dans d'autres pays comme une lettre à la poste. Mais si les Guinéens étaient réticents à accepter ces lois ou ces mesures, on réfléchissait encore. Le colon, on voyait ça. Oui. Parce que nous avons, et puis il ne faut pas oublier aussi que même les Guinéens qui étaient dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, se sont montrés comme des gens, des leaders très retors, des leaders. Il y a l'histoire du gouverneur Ramadier. Oui. Tu te souviens de ça, Ramadier? Oui. Bon, le gouverneur Ramadier, avant d'être gouverneur ici, était administrateur civil des colonies à Boaké. À Boaké, en Côte d'Ivoire. Bon, et à Boaké, il a eu des problèmes dont je ne connais pas la nature, mais avec un Kaba là-bas, de Kanka, qui a porté plainte contre lui au tribunal, qui a fait, dans les colonies, voir un simple citoyen qui n'est pas un intellectuel,
porté plainte contre l'administrateur civil devant les tribunaux. Oui. C'était la première fois qu'il voyait cela. Et celui-là a porté plainte contre lui, a gagné le procès contre lui. Et c'était un Guinéen. C'était un Guinéen. Bon ton, exactement. un Kaba. Donc, il arrive ici comme gouverneur des colonies de la Guinée française de l'époque. Et naturellement, il voulait savoir ce qu'était Kankan. Oui, le gouverneur Amadé était là, Kankan. Il rencontre le gouverneur français, le commandant de cercle. Il lui demande comment ça va ici. Il dit tout va bien. Tout va bien ici. Il dit oui, t'as pas de problème? Non, j'ai pas de problème. Il dit pourquoi? Il dit mais je n'avais qu'un seul cabas à Boaké, il m'a créé tous les problèmes du monde, et vous commandez ici des milliers de cabas et vous me dites que tout va bien, c'est étonnant. En fait, et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans toutes les promotions des grandes écoles de l'AOF, et de l'AIF? Non, de l'AOF. On avait à Dakar, il y avait le lycée Maurice Delafosse, le lycée à Bambo, Bambo-la-Nouvelle. Bambo était un lycée privé, mais en tout cas, c'était pas... C'était un grand lycée, oui, mais on ne faisait pas le concours d'entrée à Bambo. À Bambo. C'est le lycée Maurice Delafosse. Quand on était en 10e année, toute la web faisait des concours d'entrée dans ces grandes écoles, dans ces deux grands établissements. Le lycée Maurice Delafosse à Dakar et l'école de travail public de Bamako. Généralement, moi, j'ai toujours cru qu'à Bamako, c'était surtout l'école Terrasson de Fougères. Non, Terrasson de Fougères était un lycée soudanais, malien. Malien, typiquement malien. Oui, typiquement malien. Mais qui n'avait rien à voir avec la WEF. La WEF, d'accord. C'est comme Bambo, sénégalais. Ça n'avait... Mais Maurice Delafosse était... Oui, on entrait là-bas sur concours. Et on était les colonies de la WEF. Oui, on était boursier de la WEF. On n'était pas boursier de la Guinée, ni du Sénégal, ni de la Mauritanie, mais on était boursier de la WEF. Et on entrait sur concours. Donc, à l'époque, ce que je voulais dire, c'est que, en plus de tous les arguments qu'on donne là pour la Guinée, pays phare, c'est que aussi la plupart des promotions de ces établissements, les premiers de ces promotions étaient des Guinéens. Ce qui fait que le Guinée c'était vraiment marqué. Il a marqué tous ces pays-là. Partout, on a eu une bonne colonie guinéenne. Tu es en train de parler de l'Aïch Keita. Les Kétouré, en Côte d'Ivoire. Bon, tout cela sont des grandes familles guinéennes. Les Kétouré, oui. Qui ont marqué. Ousmane Keita. Voilà. Qui ont marqué. Ousmane Keita. Oui. Et là, j'ai Ousmane Keita. Ousmane Keita. Et Momo Kétouré. Voilà. Alors, tout cela... Et jusqu'aujourd'hui, ah non, les Kétouré sur la place d'Abidjan, ça compte. C'est une famille qui compte. Oui. Alors donc, bon, tout cela fait que la Guinée était vraiment, non seulement par le syndicat ici, mais aussi de par les citoyens guinéens qui étaient dans ces différents pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, au Mali, le Soudan. Oui, Mamoudou Touré. Non, Mamoudou Silla, le grand... La candidate de Sékou Touré, de l'indépendance. Oui, c'est Mamoudou Silla. Oui. Oui. Il a un grand immeuble vers Koléa. Mais je voudrais dire que Fodé Mamoudou Touré, premier licencié en droit, a commencé à Bamako. Sur la place de Bamako, il était très illustre, il était très considéré. Et donc, nous disons tout cela aux jeunes Guinéens. Je dis, ce n'est pas innocent, ce n'est pas du tout quelque chose. Je le dis, et je voudrais que tu m'aides à y insister, je le dis aux jeunes Guinéens d'aujourd'hui pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont de qui tenir. Ah oui, absolument. Et ils ont de quoi tenir. Absolument. Il faut qu'ils se disent, qu'ils se persuadent qu'ils ont un grand pays. C'est le sens premier que moi j'attache à cette émission. Faire comprendre à la jeunesse guinéenne que, ma foi, elle descend de grands hommes. Absolument. Bon, alors, nous avons vu le cas de la grève des 72 jours qui s'est terminée par l'acceptation par l'administration coloniale de toutes les revendications des travailleurs africains. Absolument. Et entre-temps, Ahmed Sékou Touré, il était député, il était conseiller territorial de Béla. Oui. Et là aussi, c'est remarquable, c'est illustratif de quelque chose que tu disais tout à l'heure.
l'ethnocentrisme ne prévalait pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. L'ethnocentrisme n'a pas prévalu à l'éveil et à la... Disons jusqu'au référendum, la Guinée les votes étaient plus idéologiques qu'ethniques. Et pourtant, l'administration coloniale a beaucoup fait pour confiner les responsables guinéens dans leur ethnie. Oui, mais maintenant, attention, Asman, il y a quelque chose que l'on oublie toujours de révéler, de citer. C'est que le PDG, lorsque le PDG est devenu un peu puissant, avec le gouverneur Mouberna, oui. Je te raconterai une blague après, oui. là-dessus. Oui. Parce que le mérite du PDG, du président Sékou Touré, a été justement d'organiser la conférence administrative de 1957 qui a supprimé la chefferie de canton. Oui. La suppression de la chefferie de canton a fait la différence, une autre différence encore, oui. avec les autres pays, les autres colonies françaises. Oui, je voulais que nous prenions ce que tu appelles cette différence-là comme une étape importante. Ah, absolument. Et le vote c'était la loi cadre la condition sine qua non du vote du non au référendum. Oui. Parce que la chefferie de canton, les chefs de canton c'était le rouage de transmission des décisions de l'administration coloniale. Mais dès lors qu'on a supprimé la chefferie de canton, les citoyens sont devenus libres et ont adhéré aux partis politiques. Aux partis politiques, je mets au pluriel. De leur choix. Oui, de leur choix. Il y avait le BAG, il y avait la SFIO, il y avait la DSG, il y avait le Démocratie sociale de Guinée de Bari 3, Bari 10, Bari 3. Voilà. Et donc, les citoyens sont devenus libres, ne répondaient plus aux injonctions du chef de canton et adhéraient librement à différents partis politiques, aux différents partis politiques. Mais comme tout juste en 1958, avant le référendum, les partis de droite, j'appelle ça BAG, DSG, oui. le PRA. Non, ils ont créé le PRA après de Cotonou. Après la conférence de Cotonou a formalisé le PRA. Mais Cotonou, déjà, le BAG et la DSG c'était fondu. C'était déjà, oui. D'accord. Alors donc, le PRA ayant demandé à voter non à Cotonou. Donc le BAG, le PRA en Guinée, voilà. Était déjà pour le non. S'il te plaît, avant même le PDG. Tu peux expliquer plus avant ce qui s'est passé à Cotonou en 1957 pour plus jeunes que toi et moi. Non, parce que voilà. En fait, il faut savoir que dans les 8 colonies de l'AOF, les 5 colonies de l'AOF, les partis n'étaient pas des partis locaux, c'était des partis fédéraux. Tels que le RDA, Rassemblement démocratique africain, au Tchad, à Dakar, avec des noms différents naturellement. Ici à Guinée, c'est PDG-RDA, en Côte d'Ivoire, PDCI, au Sénégal, c'était un nom tout autre nom. Oui. Un tout autre nom. En Centrafrique, c'était notre nom. Oui. En Centrafrique avec Barthélemy Bouganda. Barthélemy Bouganda. Les jeunes ont intérêt à retenir ce nom. Barthélemy Bouganda en Centrafrique. Au Gabon aussi, même chose. Au Gabon? Voilà. Oui. Tu vois. Donc, ces structures fédérales faisaient que de ces partis politiques... Au Gabon, ça s'appelait comment? C'était Mba. C'était Léon Mba. Oui. PDG. Ça s'appelait PDG RDA, comme Parti démocratique du Gabon, Parti démocratique du Guinée. C'est la même chose. Aujourd'hui encore, c'est la même chose, oui. Absolument. Alors, donc, ces partis politiques répondaient aux injonctions ou aux défis lancés par la colonisation en répondant de manière communautaire à ces questions-là. C'est-à-dire que chez nous, ici, en AOF, il y a eu le débat dès 56, sur l'exécutif fédéral. La balkanisation. Voilà. Ce que Léopold Sédar Senghor a appelé la balkanisation pour en accuser au Houphouët-Boigny. Voilà. Non, parce que le président Houphouët s'était dit ceci. Dans cette colonie, dans les 8 colonies de la WEF, la contribution de la Côte d'Ivoire au budget fédéral était énorme. C'était le plus grand contributeur.
au budget Oui. de l'AOF. Donc, la capitale de l'AOF ne se trouve pas en Côte d'Ivoire, mais au Sénégal, à Dakar. D'abord Saint-Louis, ensuite non, Saint-Louis était la capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Oui. Dakar était la capitale de l'AOF. De l'AOF. Finalement, donc c'est le budget de l'AOF. C'est le budget de l'AOF qui servait à équiper Dakar. Cela ne plaisait pas au fait. Et le Sénégal en a profité. Ah oui, le Sénégal en a profité. L'université de Dakar, l'Assemblée nationale, les immeubles, les buildings du gouvernement, les grands hôpitaux. Et même les grandes campagnes agricoles à l'intérieur du pays. C'était le bassin arachidier. Le bassin arachidier. Voilà. Alors, donc, c'est pour cela que dès qu'une question se posait, comme le référendum, ou bien la loi cadre d'abord en 1956, l'éducation de fer, les partis se retrouvaient au niveau fédéral pour prendre une décision. Oui. Et c'est pour cela que la conférence de Cotonou a été organisée par les partis de droite, non PDG, non RDA. Les partis de droite se sont retrouvés à Cotonou pour créer le parti de regroupement africain, le PRA. Donc le PRA se retrouvait dans chacun de ces territoires. Nos pays s'appelait à l'époque des territoires de l'AOF, ou des territoires de l'AEF. 4, 5 à l'AOF et 8 en AOF. Alors donc, le PRA, ayant décidé à Cotonou de voter non, les partis de droite en Guinée voter non, aller à l'indépendance. De voter non. Donc, Diawandou vote non, Baritoura vote non, Sékou Touré n'a encore rien dit. Oui. Alors, je vais te dire une chose. Oui. La veille c'est pour te dire comment on fait l'histoire souvent. Oui, oui. Des choses tout à fait banales. Banales, des anecdotes. Le début août, c'était le 2 août 58, l'UGEC, l'Union générale des élèves et étudiants de Guinée, organisait son congrès au cinéma Box, ici à Conakry. Une matinée pluvieuse, comme le mois d'août à Conakry. Je suis à table avec mon frère, qui part au ce congrès des étudiants comme le représentant du syndicat. Oui. Tu comprends? Et après le petit déjeuner, ses amis viennent et... Mon frère Mamadi Kaba. Ses amis viennent et c'est à table là, après le petit déjeuner, moi j'étais encore assis là, qui rédige le texte qu'il devait lire devant le congrès des étudiants. Tu vois? Et puis à la fin du texte, il dit à ses amis, écoutez, il faut qu'on mette vive l'indépendance, sinon les étudiants ne vont pas nous applaudir. Tu comprends? Alors, oui, bon. Oui. Et puis en partant, oui. Et là, Mansour, comme tu vas à votre congrès, oui. Il faut venir, on va te prendre dans la voiture. Oui. On est allé ensemble, oui. Et puis on a vu les docteurs Charles Diané là-bas. Oui. Et les Baba Kake, vraiment Baba Kake. Tous les grands étudiants étaient... Savané. Absolument. Tous les grands étudiants étaient là. Absolument. Oui. Et la veille, c'est nous qui avions inscrit les slogans. Les slogans. Oui. 32 morts et 118 blessés pour des joujoux et des sucettes. Et c'était 32 morts. Et plus de 110 blessés. Oui. Ah, ici à l'époque, en 1957, il y a eu des événements ici. Oui. Bon, on avait fait des pancartes contre ça. Oui. Pour des joujoux et des sucettes. Oui. Alors donc, la délégation de la CNTI arrive à la tribune, fait son discours, et le discours se termine par vive l'indépendance. Oui. Quand Mamadi Kaba dit vive l'indépendance, il engage le PDG, il engage Sékou Touré. Oui. Tu comprends? Oui. Et la presse internationale dit la Guinée a voté pour l'indépendance, déjà opté pour l'indépendance au mois d'août. Oui, 58. Mais attention, avant même l'arrivée de De Gaulle en Guinée. Oui. C'était avant que le PDG ne décide de voter non. Non, si. Non. Va voir tes archives. 47. Va voir tes archives. Non. Je vais voir mes archives. Non, va voir les archives. Je vois mes archives et je les oppose. Je vois les archives. Vois les archives de 58. Oui. Le Conseil national du PDG-RDA qui a décidé de voter non. Le 14 septembre 1958. 14 septembre 1958. Je parle du 2 août 58. Oui. Mais non, attends. Donc c'était avant. C'est ce que je te dis. Attends. Non, c'est fini. Le problème, tu as déjà. Le PDG s'est réuni le 14 septembre.
Mais le syndicat a dit déjà vive l'indépendance le 2 août. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'indépendance était inscrite dans le programme du PDG. Oui, tout le combat du PDG. L'émancipation du peuple d'Afrique, oui. C'est là-dedans. Oui. Mais je te dis, je te cite des événements précis, et ça, c'est un événement précis. Au congrès de l'UGEG, le syndicat a dit vive l'indépendance avant que le PDG n'ait décidé de voter non. Oui. Bon, mais laisse passer. On était au lycée, on était tous membres de l'UGEG. Je suis d'accord que ce congrès qui s'est tenu au cinéma à Vox était un congrès d'avant-garde. Fondateur de l'indépendance même, du vote au non. Non, mais je vais dire simplement, ce que je veux dire, c'est que le PDG, en tant que parti politique, était déjà très en avance, avait inscrit à son programme l'indépendance de la Guinée. Parce que je vais te citer. Et tu connais Sika Sissé Karamoko. Quelque chose me dit que c'est le père de notre ami Alpha Kabinet Sissé Bombeka. J'ai lu un article de ce monsieur daté de 52 ou 51 ou 52, la Guinée vers l'indépendance. Voilà. C'est tout dit. C'est tout dit. Bon, ben, on ne va pas finaler là-dessus. Donc, moi, je t'ai cité un événement, et l'événement là, tu l'as confirmé, et l'événement s'est passé avant que le PDG ne décide de voter non. Oui. Mais oui. Et tout le monde le sait, Sékou Touré est en train de négocier, de toute façon, des modifications à la Constitution. Si ces modifications avaient été acceptées, la Guinée aurait voté oui. Comme le général de Gaulle, et surtout Houphouët, c'est Houphouët qui était contre. Houphouët, c'est contre l'indépendance. Oui, contre l'indépendance. Et contre justement les modifications qu'on voulait, le droit à la séparation. Oui. Et Houphouët ne l'ayant pas voulu, de Gaulle n'a pas bougé. De Gaulle a laissé les Africains se battre entre eux. Houphouët étant, c'est les gens auxquels on a donné l'indépendance. Bon, maintenant, soyez indépendants aussi, mais parce que... Bon, et puis De Gaulle l'a dit, il a dit que c'est par égoïsme qu'il a laissé les gens là partir. Parce que la France ne peut plus continuer à supporter oui, les frais de développement de ces pays-là. Oui. Alors donc, et puis bon, les avantages qu'ils avaient pendant la colonisation, ils les ont encore. Donc pourquoi continuer à les porter au dos? Tu comprends? Alors, non, j'ai voulu seulement citer ces événements, sinon tout le monde savait que nous déjà en 57, dans nos salles de classe ici, je te dis, dans nos salles de classe au collège, moi aussi, on était pour l'indépendance. Oui, moi aussi. Les débats avec nos professeurs français, c'était l'indépendance. Oui. Tout de suite. Moi aussi. Mais indépendance, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne savez pas fabriquer une aiguille? Qu'est-ce que vous avez? On me dit non, on veut être indépendant, c'est tout. L'éveil de conscience à la politique a été précoce en Guinée. Très précoce. En Guinée. Oui, absolument. Très précoce en Guinée. Absolument. On a commencé à militer dans les collèges, dans les lycées. Bon, tout à fait au début, on avait les associations régionales, locales en fait. Parce que, qu'est-ce qu'on faisait? Pendant les vacances, on faisait les cours de vacances avec les grands. On jouait au football, on faisait du théâtre, on dansait, on chantait. Et puis, on faisait quand on a d'argent. Et puis, on s'était à réfléchir. On faisait les surboom. Oui. Et les chocs, voilà. Comme on les appelait, les surprises parties, les surboom, les chocs. Oui, alors donc, mais c'est à travers ces structures que nous avons commencé à nous former. Donc, en 1957, le PRA décide que tous les pays africains aillent immédiatement à l'indépendance. Et était représenté à Cotonou le BAG et la DSG dans le cadre du PRA. Et la délégation comprenait Barry Gawadou, Barry Toa, Koumandian Keita et Badra Khan. Bon, donc c'est dans ce cadre que tous les partis politiques guinéens vont voter non à la colonisation, oui à l'indépendance et à la liberté. Et là aussi, il y a des anecdotes. Comme nos oncles, qui étaient BAG à l'époque, BAG, Bloc africain de Guinée. Oui, parce que tu sais que de 53 à 57, à Cancan par exemple, c'était vraiment la démocratie.
tu avais le BHG Goumbé, tu avais le PDG Goumbé, RDA Goumbé, BHG Goumbé. Il y avait toutes ces danses populaires-là étaient PDG, BHG, ainsi de suite. Donc, et à l'époque, la veille du référendum, l'oncle qui nous avait dit, qui avait interdit l'entrée de la Constitution à s'écouter, je lui ai dit, mais mon frère, le référendum qui arrive là, quelle est votre position? Il faut avoir la suite dans les idées, quoi. J'étais curieux très jeune, très tôt. Et me dit, mon fils, lorsqu'on demande à un esclave s'il veut être libre, et quand il veut être libre, il faut qu'il dise tout de suite. Ah, voilà. Et c'est pour ça que nous allons voter non. Voilà. Tu vois? C'était la mentalité, la pensée, l'esprit. Absolument. Donc, oui, s'il te plaît. Non. Donc, les Guinéens pensaient qu'il fallait aller... Ah non, toute la société guinéenne était... Toute la société guinéenne. Il y avait une grande personnalité à Kankan qui avait adopté Sékou Touré très tôt, et Kwame Nkrumah également. Oui. Cheikh Fondamali Chérif. Oui. Un érudit hors pair. Chez nous, on dit un waliou. Un waliou. Oui. On disait de lui qu'il, les vendredis, il allait faire ses prières à la Mecque. Nous, c'est ce qu'on nous disait. Est-ce que c'était une légende? Est-ce que c'était vrai? Mais c'était un saint. Oui, c'est un saint. Cet homme était un saint. Il était un saint. Alors nous, on nous disait à Conakry, le shérif de Kankan, aujourd'hui c'est vendredi, le shérif de Kankan va prier à la Mecque. Mais je vais te dire une chose. Lorsque le président Kwame Nkrumah allait à Kankan, c'est un Ghanéen qui m'a dit ça. Oui. Mon ami Mouari Kondé, du PDN. Oui. Il était consultant de... Lamine Mamadi Kondé. Oui. Il était consultant du PNUD, des Nations Unies à Kigali. Oui. Je suis allé là-bas aussi en mission du PNUD. Et puis on a des amis d'enfance. Il m'a amené justement dans un groupe où il y avait des Ghanéens qui étaient aussi des consultants des Nations Unies là-bas, des fonctionnaires des Nations Unies. Et l'un de ses amis m'a demandé d'où je venais. Je dis, la Guinée, de quelle ville en Guinée? Je dis, Kankan. Il dit, ah, je comprends. Il dit, parce que lorsqu'on Nkrumah allait à Kankan, les Ghanéens disaient qu'il allait chez Kankan Nyamien. Kankan Nyamien, c'est le dieu de Kankan. Alors, voilà. Pour eux, c'était le dieu de... Nkrumah allait chez le dieu de Kankan, son dieu, quoi. Alors, c'était le marabout qu'il allait consulter. Et c'est Kramosegwa, quand même, qui lui a prédit qu'il allait sortir de prison pour proclamer l'indépendance du pays. Et ça a été fait. Ça a été fait. Le CPP a gagné les élections. Absolument. Et Kwame Nkrumah, secrétaire général du CPP, était en prison. Il en est sorti pour aller directement prendre le pouvoir comme premier ministre. C'est de prisonnier qu'il a déclaré l'indépendance du Ghana. Donc on ne pouvait pas parler de cette époque de la Guinée sans se référer à ces grands érudits. Il y avait ces grands érudits comme Talibi. Et le shérif de Sagalé. Oui, le shérif de Sagalé. À côté de Kinya, là. Non, le shérif de Sagalé. Non, toi tu parles tu parles du Waliou de Gomba. Moi je parle d'abord du shérif de Sagalé, de l'abbé Sagalé. Non, la Guinée a toujours eu de grands hommes comme cela. De grands érudits qui des Waliou. Qui pouvaient représenter le pays partout dans le monde, surtout dans le monde. Il y avait le Waliou, il y avait avant le Thierry Boubandian, qui était sollicité, qui allait représenter la Guinée, qui allait représenter même la France dans certains débats, à certaines tribunes de débats culturels. Donc, toutes ces grandes personnalités avaient prédit, avaient décidé pour la Guinée d'aller à l'indépendance. Et nous y sommes allés en 1958. Et dans quelle ambiance de ferveur, d'unité. Et c'était beau, l'indépendance en 1958. Nous faisions l'admiration de toute l'Afrique et du monde entier. Absolument. Non, c'était pour la première fois aussi qu'une colonie se libérait tout simplement démocratiquement par un vote. Imagine-toi que l'Indochine
C'était la guerre d'Indochine. C'était la guerre. Le Vietnam. C'était la guerre du Vietnam. Oui. Tu comprends? Oui. Madagascar, Oui. il y a eu des massacres là-bas. Des massacres. En Algérie, oui. il y a eu des massacres. Au Cameroun, l'UPC de moi j'ai encore vu ici Félix Moumié au 6e congrès. Au 6e congrès du PDG. En 59. J'étais délégué au 6e congrès. Tu t'imagines? Tu étais délégué? Ah oui, il y avait l'invitation. Pourquoi? Écoute, mon frère étant membre du groupe politique, j'étais au premier loge du PDG. Bon, d'accord. Bon, très bien. Alors, c'était beau l'indépendance de la Guinée. Et il faut dire que la Guinée a été le seul pays, le seul territoire sous domination française à avoir voté pour l'indépendance. Oui, oui. Et la Guinée a donné tout de suite un sens premier à son indépendance. Nous prenons l'indépendance pour l'Afrique. Exactement. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs les autres pays. C'est là où il y a des problèmes aussi. Oui. Parce que nous disons, nous qui avons été opposants plus tard, nous disons qu'on a sacrifié la Guinée pour des intérêts panafricains. Oui. Pour une idéologie panafricaine, c'est-à-dire qu'on s'est plus occupé de la libération des anciennes colonies, oui, que du développement du pays. Oh, ça, on le verra plus voilà. tard. C'est un débat qui a... Oui, ça c'est un débat qui date. Absolument. Il est permanent entre nous. Bon, mais on y viendra. Mais je voudrais raconter une anecdote que tu connais, nous allons la raconter ensemble d'ailleurs, pour illustrer un peu cette ambiance de l'indépendance et ensuite des indépendances, de l'indépendance de la Guinée, ensuite des indépendances de l'Afrique. Le premier rendez-vous du président Ahmed Sékou Touré aux Nations Unies en 1959 à New York. Le président Ahmed Sékou Touré arrive à New York, il a le traitement dû à son rang d'un chef d'État. Oui. Il est là en tant que chef d'État. Et comme par hasard, Houphouët-Boigny aussi était en séjour à New York. Et qu'est-ce qui se passe par un hasard extraordinaire des choses? Ahmed Sékou Touré et Houphouët-Boigny se rencontrent et les services de protocole et les services de sécurité vont plaquer Houphouët-Boigny pratiquement contre le mur pour laisser le passage à Ahmed Sékou Touré. Un chef d'État. À un chef d'État. Alors de retour à Abidjan, Houphouët-Boigny s'est précipité à l'Élysée pour dire: nous voilà sur le parvis de l'Élysée avec nos fleurs fanées de la communauté, avec les fleurs fanées de la communauté. Et pour faire pièce à Ahmed Sékou Touré, Houphouët-Boigny a demandé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que, tu fais bien de le dire, c'est ainsi que l'indépendance a été donnée à la Côte d'Ivoire. Ah oui. Donnée au Sénégal et à toutes les autres colonies. À toutes les autres colonies. Et la Guinée ne pouvait que s'en porter mieux parce que c'était le sens de son indépendance à elle. Absolument. Ouais. C'est là où nous avons été précurseurs. Et puis, au fil du temps, tous les autres nous ont dépassé. Voilà. Mais tu as bien fait d'insister sur un point tout à l'heure, c'est la suppression de la chefferie de canton et de tous les maillons. Non, mais parce que c'est ce qui a fait que nous avons pu voter, nous. Non. Absolument. Dans les autres pays, ils n'ont pas pu voter, même ceux qui avaient voulu. Par exemple, le Sénégal avait demandé le Sawaba du Niger avec Bakary Djigo, le Sénégal du Pra avec Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, Wadiodou Ndiaye. Ils avaient décidé de voter oui pour l'indépendance, non au référendum. Oui, non au référendum, mais avec les grands marabouts, les chefs de canton, que ce soit au Sénégal, en Mauritanie, au Niger ou ailleurs, il n'y avait rien à faire. La colonisation avec ces gens-là qui pouvaient justement leur distribuer le riz, distribuer l'argent, et puis finalement, le nom l'a remporté. Et c'est ce qui a été particulièrement retentissant.
Mais le cas de la République centrafricaine, je dis aujourd'hui République centrafricaine, à l'époque ça s'appelait Ubangui-Chari, n'est-ce pas, a été aussi assez typique avec Barthélemy Boganda. Mais je vois qu'on nous fait de grands signes et nous allons nous en tenir, nous en arrêter là. Nous sommes au seuil de l'indépendance de la République de Guinée, et un grand moment pour les Guinéens, mais pour l'Afrique entière, et je dirais même pour l'ensemble des peuples coloniaux dans le monde. Absolument, non, ça c'est clair. Nous pourrons insister, nous pourrons voir cet aspect de l'indépendance de la Guinée et sa dynamique de libération en Afrique et dans le monde. Absolument. Alors, Mansour Kaba, je suis très content de t'avoir accueilli pour ce premier numéro de Témoins de l'Histoire. Et si Dieu le veut bien, et si tu y consens également, nous allons poursuivre cette discussion. D'accord, très bien. Alors, nous avons ainsi inauguré Témoins de l'Histoire. C'est votre émission. Je te remercie. Très bien, merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Évasion.